3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Paul Jackson est avec nous, le responsable mondial de la recherche en allocation d'actifs chez Invesco. Bonsoir Paul. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Samy Char d'être à nos côtés également ce soir en plateau. Bonsoir Samy. Bonsoir Grégoire. Vous êtes chef économiste de Lombardier et à vos côtés Vincent Juvin, que nous retrouvons également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Effectivement, vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Au moment où on se parle, nous tournons cette émission peu après 17h en ce jeudi 8 février. Et je date un peu les choses puisque le S&P 500 n'a pas encore touché l'objectif des 5000 points. Ça n'enlève rien à la question, Vincent. C'est-à-dire que l'idée des 5000 points pour le S&P 500 et peut-être de niveau record également pour d'autres grands indices actions pour les marchés développés, c'est l'idée que les objectifs qu'on pouvait avoir pour fin 2024 sont déjà atteints après à peine un mois de bourse au démarrage de cette année. Qu'est-ce qui explique cette situation et qu'est-ce que ça implique pour les stratégistes désormais ? Est-ce qu'il faut réviser le niveau des espérances qu'on peut avoir sur les grands indices boursiers ou est-ce qu'il convient peut-être de temporiser un peu désormais ? Alors, je confirme, Grégoire, on n'est pas le 31 du 12. C'est vrai que nos objectifs, en effet, déjà en décembre, on se disait c'est allé un peu vite et nos objectifs 2024 étaient déjà quand même bien réalisés au mois de décembre. Entamés. Oui, soyons réalistes. Oui. Ici, sur le mois de janvier, il est certain que ça va fort. Ça va fort dans la même thématique. Quelque part, c'est quand même un petit peu plus sain en ce début d'année. Fin décembre, les marchés étaient drivés par l'espoir qu'on allait avoir 200 points base de baisse au niveau de la Fed. Les marchés s'attendent quand même à des baisses de taux au niveau de la Réserve fédérale, mais enfin un peu moins et un peu moins vite. Et ça ne les empêche pas de continuer. Donc ça, je dirais que c'est déjà finalement configuration de marché qui est quand même un petit peu plus favorable. L'an passé, on s'inquiétait du fait de voir une telle concentration de performance au sein du S&P 500, avec ces fameux 7 magnifiques, ou Pluxis, ou peu importe, et on se demandait est-ce qu'ils vont réellement délivrer en termes de résultats pour justifier ces performances. Début d'année, on voit finalement que dans les faits, on délivre. Ça reste pas bon marché, mais c'est pricé pour la perfection, et la perfection, on l'a quelque part. C'est ce qui continue à porter ce S&P 500 toujours de sommet en sommet. On voit que le segment croissant, c'est vraiment la force vive au sein de cet indicateur. Quelque part, en Europe, on a un peu des mêmes développements, même si la typologie de valeur est évidemment différente. Donc, quelque part, on a des marchés qui baissent plus sur des faux espoirs, qui montent plus sur des faux espoirs de baisse de taux importantes et qui baissent quand même sur une partie du marché qui délivre de bons résultats. Il n'empêche qu'on est quand même dans des performances qui sont quand même élevées. On a un indice qui, dans l'ensemble, a des valorisations qui sont vraiment un peu tirées. Il y a quand même un pan de marché. Aujourd'hui, on peut se dire on est au 31 décembre. C'est la Chine qui fête le Nouvel An ce week-end. Et on en reparlera un peu plus tard dans cette émission. L'année du dragon de bois. Voilà. C'est ça. Hein. Alors le lapin, ça n'avait pas été l'année du rebond, mais on verra pour le dragon. En tout cas, cette semaine, on le laisse supposer en tous les cas. Et là, je pense qu'il y a peut-être, en tout cas, à l'heure où les investisseurs cherchent peut-être des relais de performance pour les prochains mois, et en tout cas, on a eu beaucoup de questionnements. Est-ce que ce serait les small caps, est-ce que ce serait l'Europe, est-ce que ce serait la Chine ? Il y a peut-être aujourd'hui quelque chose, un contexte favorable qui est en train de se dessiner autour de la Chine. Je pense qu'il y a un case à avoir, surtout si les autorités commencent réellement à multiplier les actions pour essayer de restaurer la confiance. Et là, on a quand même vu un petit peu d'activité à Pékin cette semaine. On verra si ça suffira, mais il y a quelque chose qui me semble amorcé. Je veux bien qu'on y revienne un peu plus tard et j'aimerais bien effectivement entendre le développement de vos arguments sur le cas chinois. Est-ce que c'est un bon trade value aujourd'hui ou est-ce que c'est encore un piège value pour les investisseurs ? Mais je reviens à mon S&P 5000. Paul, comment on explique effectivement cette performance ? Et comme le soulevait Vincent, autant le rallye action en fin d'année dernière s'est fait sur l'anticipation de nombreuses baisses de taux avec un fort rallye obligataire. Depuis au moins quelques jours ou une paire de semaines, c'est plus tout à fait le même schéma qu'on observe sur les marchés. Les marchés obligataires restent très volatiles et corrigent un peu dans l'idée d'un higher for longer. Quand les marchés actions et même les marchés d'actifs risqués en général, ça englobe aussi le crédit, restent portés par un momentum très fort, semble-t-il. Oui, et je suppose que c'est dû au fait que les chiffres, les statistiques économiques aux US ont été mieux que prévu. Et ça, c'est good news pour les détenteurs d'actifs risqués aujourd'hui ? Pour l'instant, mais je crois que ça explique la divergence entre les obligations, la dette souveraine et les actions, par exemple.
plus que les chiffres économiques sont étonnants dans le sens positif, plus que ça doit supporter l'idée d'une relance des bénéfices. Donc, forcément, c'est bien, c'est quelque chose de bien pour les actions, pour le high yield aussi, mais ça ne peut pas aller trop loin, parce que si ça va trop loin et l'économie vraiment se relance, il y aura encore plus de questions autour de la politique de la Fed, et puis on va repartir encore une fois avec les taux longs qui approchent 5%. Donc, je crois qu'il y a des limites quelque part, mais en tout cas, le S&P 500, à mon avis, c'est tellement cher. Donc, si on achète le marché américain avec les pondérations par capitalisation boursière, on est obligé d'acheter quelque chose qui est cher. Qu'est-ce qui est cher? Les Magnificent Seven sont chères aujourd'hui. Elles ont toutes publié. Là, on a les résultats. Alors, je crois pas qu'on ait eu Nvidia, effectivement, mais on a le résultat des autres grandes tech américaines. Elles sont chères aujourd'hui, Paul? Je regarde pas. Non. Valeur par valeur, mais je parle je ne regarde pas non plus les dernières résultats. D'accord. Moi, je raisonne sur les valorisations comme le cyclically adjusted PE. D'accord. Chez le PE. Donc ça, c'est quelque chose... Ajusté du cycle. Oui, c'est ajusté du cycle. Et normalement, et franchement, on n'arrive pas à ces valorisations très souvent, mais il y a une corrélation négative entre ces valorisations et les retours sur investissement sur le moyen et long terme. Donc, je crois qu'en achetant aujourd'hui, avec une pondération par capitalisation boursière, on est en train de rassurer une performance très faible. Je comprends. Dans l'avenir. Ouais. On voit d'ailleurs, sur un an, l'écart entre la performance du S&P 500 et du S&P 500 Equal Weighted, c'est 15-16 points d'écart de performance sur un an. Et vous dites là, l'élastique est quand même très tendu de ce point de vue-là aujourd'hui. Oui, exactement. Samy, sur ces considérations, alors vos commentaires peut-être sur la situation des marchés, mais comme l'indiquait Paul, ça amène à quand même se soulever la question de où en est l'économie américaine aujourd'hui. Est-ce qu'elle est en train de réaccélérer, Samy? Oui, Paul et Vincent ont mis en avant le fait que les conditions étaient un peu plus saines qu'à la fin de l'année dernière, où c'était vraiment tiré par le côté baisse de taux. Il y a des petites histoires qui sont en train d'émerger quand même au niveau économique. On a bien sûr la robustesse de l'économie américaine, on a la Chine qui est en train de relancer d'une manière qui est très positive pour les marchés occidentaux. C'est-à-dire, elle ne peut plus faire du secteur de la propriété, elle se refuse de soutenir ses ménages, donc elle relance l'industrie, la capacité de produire des biens, peut-être de faire un peu de dumping de biens, et donc évidemment pour la désinflation internationale, ça veut dire qu'on peut avoir de la croissance finalement qui ne sera pas forcément inflationniste. Et puis il y a une deuxième histoire qui a émergé un petit peu à la fin de l'année dernière, où en tout cas les investisseurs ont commencé à regarder ça de près, c'est quand même le rebond de la productivité. Donc là encore, on peut avoir une croissance économique avec finalement un contexte d'inflation qui reste contenu. Alors, on ne va pas dire qu'on est dans un boom de productivité, c'est trop tôt pour le dire et on ne sait pas. Mais par contre, la productivité partait de très bas, elle se normalise, et donc ça veut dire qu'on peut avoir une croissance économique qui n'entraîne pas forcément l'inflation, qui voudrait dire hausse de taux, etc. Et puis, on a des risques de récession qui ont plutôt diminué, qui sont aujourd'hui moins importants que les risques de réaccélération, même en Europe, avec des revenus réels qui commencent à monter. Donc si on a des banques centrales en mesure de baisser un peu les taux, pas de récession, une expansion économique non inflationniste, potentiellement, on a quand même un terrain pour soutenir les niveaux de valorisation avec une profitabilité qui reste là. Donc il y a ces petites histoires qui émergent qui permettent quelque part d'étendre ce cycle de manière un peu plus saine que ce qu'on voyait à la fin de l'année dernière. Sur cette question de la productivité, alors ce boom ou cet embryon de boom de productivité, on l'observe aujourd'hui uniquement sur l'économie américaine. Vous n'avez pas tort, Grégoire. Après tout ce qu'on a vu se développer dans l'économie américaine, c'est transporté en Europe avec quelques mois et trimestres de décalage. Donc on pourrait imaginer que petit à petit, en Europe aussi, on ait cette petite normalisation de la productivité. Encore une fois, pas un boom de productivité, non. Mais une normalisation veut dire que même si on a des salaires qui se tiennent un peu, on a des coûts unitaires du travail qui restent très très bas, et donc on est dans une croissance non inflationniste. Ouais. Qu'est-ce que ça implique pour les politiques monétaires
à ce stade, au regard des éléments qu'on vient de décrire. Powell nous dit, le calendrier qu'on projetait en décembre à travers le dot plots sera a priori le même que celui qu'on projettera à l'occasion du prochain meeting 19 et 20 mars. Pourquoi pas ? On a quelques baisses de taux. On se doute bien que de toute façon, on ne va pas être dans un cycle extrêmement puissant de baisse de taux, mais on ne va pas rester à ces niveaux-là cette année. Donc il y aura des baisses de taux. On peut beaucoup se comparer finalement aux années 90, où on avait eu ces baisses de taux au début, et puis ils étaient maintenus à un certain niveau. Il y avait de la croissance économique non inflationniste. Et puis finalement, ça a étendu ce cycle jusqu'à la fin des années 90 pour très mal finir, bien sûr. Très mal finir quand on a accumulé les excès. Est-ce qu'aujourd'hui, on accumule les excès avec un multiple à 20 ? On peut se dire que l'environnement économique que je décris, pourquoi pas payer 25 ? Évidemment qu'on ne va pas payer 30 ou 35. Mais disons que je me bouscule dans cette idée que le marché américain est très cher dans le contexte où on a ces petites histoires qui émergent et qui peuvent quand même prolonger le cycle, soutenir les valorisations dans un contexte où il y a de la profitabilité. Paul, dans quelle mesure on est rassuré, au moins pour encore un temps, sur le cycle économique américain et la capacité de l'économie américaine à prolonger ce cycle de reprise et d'expansion post-Covid. Encore une fois, je le rappelle une fois, mais début de l'année dernière, il y a un an, c'était la récession inévitable, incontournable, et toute l'histoire de 2023 a été une histoire de schéma de récession prise à défaut au fur et à mesure. C'est vraiment l'histoire d'une croissance qui a été supérieure aux attentes, avec en plus, cerise sur le gâteau, la désinflation en parallèle. Ce schéma-là, maintenant que tout le monde l'a bien intégré, est-ce que c'est pas le moment de se reposer des questions ? Oui, mais en fait, j'ai décrit une situation où il y a des surprises positives sur l'économie, mais je reste assez méfiant autour de la croissance américaine. D'abord, dans la deuxième partie de l'année, surtout dans le troisième trimestre, si on regarde les chiffres publiés sur le PIB, il y avait un certain nombre de facteurs spécifiques. Mais surtout la consommation qui était un des facteurs les plus importants. C'était pas parce qu'il y avait une croissance énorme des revenus, c'était parce qu'il y avait une baisse de 17% d'épargne. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire tous les jours. Donc, forcément, il y aura une normalisation. On a vu hier, avec la publication de l'endettement des consommateurs, qu'il y avait une baisse, que la tendance est toujours, à mon avis, à la baisse si on regarde une tendance sur 12 mois. Donc, ça veut dire pour moi que les consommateurs, il y a un risque que les consommateurs, dans la première partie de cette année, seront décevants par rapport à ce qu'on a vu dans la deuxième partie de l'année dernière. Il y avait les chiffres sur le marché d'emploi la semaine prochaine qui étaient, je dirais, les headlines étaient mieux que prévu, mais d'abord, il y avait des problèmes de manque de réponse au sondage. Donc, dans les 2 derniers mois, il y a une taux de réponse qui a baissé encore plus significativement. Qui est faible. On m'a dit que les taux de réponse aux enquêtes nationales emploi américaines étaient 20 points en dessous de ce qu'on observait, par exemple, pré-Covid. Oui, exactement. Mais, donc, ça peut aller dans les deux sens. Peut-être il peut y avoir un biais qui a fait descendre les chiffres, mais je soupçonne qu'il y a un biais qui a fait pousser les chiffres d'emploi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ailleurs, je ne vois pas dans les sondages industriels, je ne vois pas une augmentation de confiance ou une augmentation des composants sur l'emploi. Si on regarde le sondage fait sur les ménages, pas les sondages faits sur les boîtes, là, c'est une histoire un peu différente. On observe des baisses d'emploi dans les 2 derniers mois. Donc, je crois qu'il y a toujours des doutes, mais on ne peut pas nier le fait que les chiffres, oui, ils ont été bien. Si on regarde les chiffres, si on regarde les headlines, donc les gros chiffres, ils ont été bien. Mais je me méfie quand même. Bon, sur l'atterrissage sans fin de l'économie américaine, Vincent, est-ce qu'il faut garder en tête quand même
qu'un risque d'accident ou d'atterrissage un peu plus dur reste possible. Visiblement, cette probabilité, comme le disait Samy, du point de vue du marché, en tout cas dans la logique de marché, cette probabilité a été complètement effacée aujourd'hui. Oui, je pense que... Paul l'a remarquablement rappelé, tant que le consommateur va, tout va. Et pourquoi est-ce que ça irait mal pour lui à l'heure actuelle ? Alors certes, il a dépensé une partie de son stock d'épargne, mais enfin, il en a encore, selon les mesures. Bon, il a même le taux d'épargne, il a même augmenté légèrement en fin d'année, alors c'est tantôt négatif ou tantôt positif, mais enfin, il en a encore sous le coude. Le taux d'emploi reste parfait, le salaire baisse, mais enfin, progresse plus vite que l'inflation. Et aujourd'hui, de son point de vue, peu de raisons de s'inquiéter. Et pour ceux qui n'ont plus d'épargne sur le côté, on voit qu'il y a un re-leveraging qui s'opère, limité jusqu'ici. Bon, un peu de casse ci et là sur les cartes de crédit, mais on était habitué à le voir. Donc il a encore une capacité de se relever. C'est vrai qu'à un horizon fin 2024, c'est difficile de voir un gros problème sur la consommation aux États-Unis pour l'instant. Contexte international ne les touche même pas vraiment. En Europe, on est en effet plus tributaire de ce qui peut se passer en Chine ou pas. L'industrie allemande en paie les conséquences aujourd'hui. Aux États-Unis, finalement, c'est quand même un peu une économie autocentrée. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est difficile de voir le signe noir, en tout cas sur le point de vue de la consommation aux États-Unis. Même sur le CAPEX, où on pouvait penser que les entreprises seraient aussi plus à la peine avec cet environnement de taux d'intérêt. On en parlait en off et on en parlera tout à l'heure sur ce plateau. L'engouement des investisseurs pour le crédit fait que on a cette amélioration des conditions financières pour les entreprises américaines qui fait qu'aujourd'hui, se financer, c'est aisé. Donc le mur de la dette qui nous inquiétait encore quelques mois. À un coût différent quand même. On se finance, on se refinance, pas au même coût qu'il y a une paire d'années maintenant. Certes, mais enfin... Mais ça reste acceptable graduel, ça reste... et ça donne de la marge de manœuvre financière aux corporates aujourd'hui. On voit que le CAPEX, évidemment, baisse relativement peu compte tenu de la situation actuelle. Les anticipations de CAPEX baissent fort, sondage. Mais le CAPEX en tant que tel reste pour différentes raisons, réindustrialisation, relocalisation de tout ou partie des supply chains et ainsi de suite. Donc c'est vrai que consommation, CAPEX, on verra ce que fera l'État fédéral. Il émet relativement bien de la dette pour financer le déficit à l'heure actuelle. Est-ce qu'on gardera un tel niveau de déficit ? C'est peut-être au niveau du déficit qu'il y a peut-être le plus de déconvenus à attendre. Si signe noir il y a, c'est peut-être d'un État américain, un État fédéral qui serait un petit peu moins dispendieux qu'il ne l'a été. Ça pourrait d'année en année en tout cas donner un coup de frein à la croissance de ce point de vue-là. Ils se sont quand même achetés de la croissance à coup de déficit. On en connaît d'autres. Et ils en ont. Non, mais l'avantage, c'est qu'ils ont de la croissance. Oui, alors c'est vrai. Nous, on a cherché à acheter de la croissance à coup de déficit. La croissance, pour l'instant, on ne la voit pas. En effet. Donc voilà, c'est vrai que nous, on a systématiquement upgradé nos perspectives de croissance économique pour les États-Unis cette année. On était parti de 1 il y a quelques mois. On sera à 2, 2,5 pour l'instant, en termes de perspective. Bah oui. Le 4e trimestre a été très fort, c'est vrai, drivé parfois par du restockage, par des stocks et des éléments plus volatiles. Mais néanmoins, ça nous a tous agréablement surpris. Et on voit dans les PMI, publiés encore cette semaine, qu'il y a plutôt une réaccélération qui est à l'œuvre, plutôt qu'une stabilisation ou un ralentissement. Est-ce que c'est un problème pour la BCE, Samy, d'avoir une économie américaine, finalement, qui serait encore toujours un peu plus forte que prévu, qui ne créerait pas de sentiment d'urgence du côté de la Réserve fédérale américaine, évidemment, pour baisser ses taux ? On se disait... On aura sans doute un mouvement un peu synchrone et la Fed a toujours l'habitude d'être leader dans ces grands réajustements de réglage de politique monétaire. Si ça doit venir toujours un peu plus tard, est-ce que c'est un problème pour la zone euro et pour la Banque Centrale Européenne ? Non, pas encore. Non. Mon sentiment sur le message des banques centrales est très clair. Davantage de la même chose veut dire qu'ils vont baisser quelquefois les taux de manière synchronisée. Est-ce que ce sera 3, 4, 5, on peut en discuter, mais ils ont monté les taux pour se battre contre une inflation à 10% plus. L'inflation est entre 2-3%, il n'y a pas de raison de garder les mêmes taux. Il n'y a pas de raison peut-être de les mettre à zéro, mais enfin, il n'y a pas de raison de garder les mêmes taux qui ont été ceux qu'on a mis en place pour se battre contre une inflation qui était 3 ou 4 fois plus élevée. Donc il faut davantage de la même chose. Et c'est là, est-ce qu'on aura un changement de régime ? Il faut cette croissance qui se tient, un marché de l'emploi qui, encore une fois, se détériore pas trop, une croissance salariale qui revient, si la productivité peut aider, tant mieux, et surtout une inflation qui continue de converger vers le taux aussi. Tout ça, on semble l'avoir. Alors en gros, la seule chose que les banques centrales ont besoin, c'est 2 mois
de données supplémentaires. C'est ça le greater confidence, comme nous dit Jérôme Poel, c'est 2 mois de données supplémentaires allant dans le même sens que les données passées, et là, on atteint un niveau de confiance suffisant. Ouais, si la moyenne annualisée du comportement de l'inflation des 3, 6 ou 9 derniers mois se maintient, voire continue de s'améliorer, il n'y aura pas besoin d'aller à 12 mois en quelque sorte. Hein, et donc, ils ont juste besoin de quelques mois de plus pour se dire, voilà, on a atteint la plus grande confiance, et maintenant on peut commencer à baisser les taux. Encore une fois, dans cette baisse de taux, on peut en discuter. Mais s'il n'y a pas de récession, et s'il y a quelques baisses de taux, c'est quand même des facteurs de soutien qui sont pas négligeables pour les actifs. Ouais. Sur la partie supply, émission de dette américaine, alors on est en plein dans les jumbo émissions du Trésor américain. Hier, c'était une émission historique pour le 10 ans avec 42 milliards placés. Je crois que ça s'est plutôt bien passé. On a du 30 ans ce soir, je crois, encore à hauteur de 25 milliards à absorber. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet effet supply ? L'offre massive d'émissions aux États-Unis, mais aussi en Europe, est-ce qu'elle joue sur le prix des obligations à long terme notamment ? Est-ce que c'est un effet mineur au final aujourd'hui, Samy ? Alors, je peux vous dire comment je le vois, je suis ravi d'avoir l'avis de mes compagnons ici. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que ce refinancement, il a été quand même très bien géré par les ménages, hein, qui ont refinancé leur hypothèque à 30 ans, donc pas très alors ils ne peuvent pas acheter un nouveau bien, mais enfin ils ne sont pas très sensibles à ce qui se passe au niveau des taux. Les entreprises ont quand même fait la même chose, elles ont allongé la courbe, elles ont refinancé à très long terme. Finalement, pour la nouvelle dette, c'est un peu embêtant, mais enfin, pour leur profil de dette, c'est assez sécurisé. L'État américain, c'est quand même quelque chose qui continue de m'interpeller. Bon, Vincent l'a dit, au niveau du budget, peut-être qu'on aura des mauvaises surprises un jour, mais je ne pense pas qu'en année électorale, c'est l'année où on aura des mauvaises surprises. Par contre, ce qui est super étonnant dans ce qu'en fait le gouvernement américain, c'est de se refinancer court. Donc ils émettent pas mal de T-bills, et c'est très étonnant, maintenant c'est trop tard, mais enfin c'est très étonnant de voir qu'en 2020-2021, ils n'aient pas fait comme l'Australie, émettre des taux à 100 ans ou 50 ans. Ils sont restés sur du T-bills, et c'est vrai que, je ne sais pas, est-ce que c'est pour mettre de la liquidité dans le marché, mais on sent qu'il y a eu un comportement différent du gouvernement américain par rapport au privé américain, et j'espère qu'ils ne s'en mordront pas les doigts. Est-ce qu'ils se sont dit qu'il y avait plus d'appétit pour des papiers courts que pour des papiers américains longs ou très longs aujourd'hui ? Les interrogations structurelles sont là quand même. Très certainement, c'est une façon de donner de la liquidité, du rendement aux uns et aux autres sans trop de risques. Donc peut-être que, je vais dire, cette demande serait satisfaite pour sûr. Mais d'un point de vue stratégique pour eux, pour l'État américain, je trouve que c'est une opportunité ratée. Une petite clé de lecture que nous apportait ce matin dans le Financial Times un de vos confrères, le CIO d'Amundi. Après une tournée en Asie où il a discuté avec des grands investisseurs japonais et coréens notamment, il dit « J'ai vu chez ces investisseurs un appétit beaucoup moindre pour réinvestir les tombées de treasuries dans les obligations d'État américaines. Ces grands investisseurs-là, aujourd'hui, préfèrent désormais réinvestir dans des obligations de grandes entreprises américaines, je dis Apple ou n'importe quoi, ou Microsoft ou autre, plutôt que dans les obligations d'État. C'est-à-dire, l'actif sans risque pour eux n'est plus automatiquement un actif souverain. Paul, sur ces considérations d'émissions obligataires. Mais je crois que ça fait un certain temps, depuis quelques années, que ça a été le fait que certains boîtes, il y avait moins de risques en investant dans les obligations de ces sociétés que d'investir dans la dette des États. Je ne parle pas simplement des US, mais je crois que ça a été un phénomène global. Donc, je ne suis pas forcément étonné par ça, malgré le fait qu'aux US, les spreads sur la dette corporate sont serrés. Ils sont serrés. C'est pas hyper généreux. Je crois que la situation est mieux en Europe. Mais je suis tout à fait d'accord. Je crois que l'État américain a raté une occasion de prolonger la maturité moyenne. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours aux alentours de 5 ans. La maturité moyenne, donc Donc eux, ils ont un mur, le Trésor américain, alors que les entreprises ont reporté le fameux mur de la dette, on me dit 2026 maintenant, l'État américain, lui, alors je dis pas qu'il a raccourci son mur de la dette, mais en tout cas, le mur n'a pas changé pour l'État américain. Ouais. Et avec un taux d'endettement gros,
qui est aux alentours de 125 points du PIB. Ah ouais. C'est clair que les investisseurs, en regardant, ils doivent poser les questions. C'est pas simplement les US, il y a pas mal de gouvernements, mais on doit poser la question, quel est le prime de risque qu'on doit apporter, qu'on doit imposer sur les gouvernements. Le gouvernement américain a un avantage, et ça c'est le dollar, qui est le devise mondiale. Donc ça leur permet de gérer je ne peux pas le dire, mais de faire ce qu'ils veulent. Oui, ils ont le dollar, ils ont les porte-avions. Oui, ça c'est l'histoire de la dominance américaine, on va dire. Ils ont plus de liberté que pas mal de gouvernements, mais ils ont plus de liberté qu'une Liz Truss, par exemple. On se souvient encore de l'épisode octobre 2022, crise des LDI, généré par un mini-budget qui était une décision politique de la première ministre britannique de l'époque. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer à un moment, alors avec peut-être un nouveau personnel politique aussi dans quelques mois aux États-Unis. Je crois qu'il y a toujours des limites. Donc, ils peuvent pas pousser ces choses trop loin. Mais leur limite est un peu différente des nôtres. C'est plus généreux que pour les autres. Ouais. Ça crée quand même une vulnérabilité ou pas, cette situation d'endettement, de déficit, d'émissions massives aux États-Unis ? Dans le cas, encore une fois, d'un changement de personnel politique à l'horizon de l'automne. Alors, vous l'avez dit, Grégoire, il y a aussi un facteur à prendre en compte, c'est qu'ils ont quand même de la croissance. Donc, on a le CBO qui a revu un petit peu ses projections sur la dette hier ou avant-hier, et ça montre quand même une dette qui baisse. Ouais. Donc, ils sont en bonne position. Je trouve que la comparaison au gouvernement britannique et à Liz Truss est intéressante quand même, parce que, effectivement, à partir du moment... Le marché achète quelque part ce que fait le gouvernement américain, notamment le gouvernement Biden, c'est-à-dire on dépense parce qu'on fait des plans d'investissement de long terme, etc. Le marché achète. Si l'administration Trump revient et qu'elle dit on baisse les impôts sur ceux qui n'en ont pas besoin, non, c'est possible qu'il y ait une forme de test. Ouais. Mais quand même, ce qui sauve beaucoup de choses, il ne faut pas oublier, la dette, c'est nominal. Ils ont de la croissance nominale, ils ont pas mal de croissance nominale, et donc l'endettement en pourcentage du PIB baisse. Donc mon sentiment, c'est qu'avant que ça génère une inquiétude, un problème et la nécessité d'une grande prime de risque, on n'y est pas. Venons-en à la Chine, ou revenons à la Chine avec vous, Vincent. Effectivement, donc on a un rebond, en tout cas sur quelques indices chinois, les indices plutôt domestiques d'ailleurs, c'est ça qui ont le plus rebondi depuis le début de la semaine, après une séance noire en début de semaine qui avait plutôt l'odeur d'une capitulation des investisseurs, notamment sur des small et mid cap chinoises. Vous dites là, c'est un trade value décoté qui peut avoir de l'intérêt pour des investisseurs au cours des prochains mois. Oui, alors ça l'a déjà depuis un certain nombre de semaines et même depuis un certain nombre de mois. Mais vous confirmez ? C'est moins 60% depuis le top. C'est zéro depuis 1992. La création, comme vous l'évoquiez. Incroyable. C'est un ratio cours-bénéfice pour les MSCI China qui est à 9, je crois. Enfin bon, voilà, moitié du S&P, encore moins que l'Europe. Donc, là, c'est la vraie value. On est au plus bas depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, c'est pas mal d'indices. Et en tout cas, moi, ça alors à la fois, c'est bon marché, et puis on peut se dire, tiens, est-ce que la Chine, elle est en beaucoup plus mauvaise porture aujourd'hui qu'elle était il y a 10 ans ou 20 ans. Il y a 20 ans, c'était l'usine du monde. Aujourd'hui, c'est devenu un leader technologique dans plein de domaines. Alors, je ne vais pas parler de politique ou de régulation actuelle qui, en effet, est problématique, pas mal d'investisseurs. Mais malgré tout ça, la Chine, c'est la 5G, c'est le leader incontesté de la climate tech, c'est le premier exportateur automobile mondial, c'est 1,4 milliard de marché domestique avec encore 300 millions de Chinois qui vont faire partie de la classe moyenne. Enfin, voilà, tout ça, même si c'est mal géré, c'est quand même... on a plutôt une réalité qui s'est améliorée par rapport à 10 ou 20 ans. Donc je ne dis pas qu'il y a un catalyste actuellement qui est particulièrement convaincant. Il y a des tentatives depuis l'été passé, à nouveau cette semaine. On ne peut plus faire de short selling. On vire le responsable du régulateur et tout ça. Bon, c'est un peu à tâtons. À force d'aller à tâtons, on va bien quand même finalement pas y arriver. Un peu de capitalisation au début de cette semaine. En tout cas, je trouve que si on a des indices qui sont plus bas de 10, 20, 30 ans, mais qu'on a une réalité économique qui est quand même bien meilleure qu'il y a 10, 20, 30 ans,
je trouve quand même qu'il y a pour moi quand même quelque chose qui... Vous dites la dimension économique pèse encore quand même quand on analyse le cas d'investissement chinois. Je pense sincèrement. Aujourd'hui, il faut se poser deux questions. Est-ce qu'on pense que la Chine, dans 10 ans, ça aura explosé, ou la Chine, dans 10 ans, aura résolu, grosso modo, pas mal de ses problèmes, comme ils l'ont fait ces 10, 20, 30 dernières années? Je pense qu'aujourd'hui, à ce niveau de valorisation, il est dangereux, sans doute, d'être sous-pondéré en Chine. Je ne vais pas vous dire que c'est maintenant de sortir toute voile dehors sur la Chine, et peut-être d'ailleurs qu'il faudra le faire, on verra dans quelques semaines, on jugera sur pièce, mais à minima, quand même, revenir vers neutre à ce niveau-là. C'est une façon de se reconstituer une exposition à relativement bon compte. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de thématiques, en tout cas, nous disent nos gérants sur le terrain, qui, en tout cas, valent la peine. Et ce n'est pas toujours des trucs très sensationnels, hein, mais une classe moyenne qui se développe, c'est incontestable. Elle a des besoins en termes d'assurance. Les grands groupes français sont présents en la matière. Elle a besoin de services bancaires. Les banques privées, les banques sont présents. C'est un gros marché. Sur la conso, ça continue. Sur le tourisme, sur toutes ces matières, l'histoire, elle est quand même toujours là. Et on l'achète à moins de 10 fois les bénéfices attendus. Est-ce qu'on n'a pas envie de le jouer avec des boîtes, je sais pas, occidentales, européennes, qui sont exposées, je sais pas, au thème de la consommation, au thème du tourisme en Chine, etc. Plutôt que c'est ça le sujet, plutôt que directement avec des véhicules chinois. Oui et non. On voit. Vraiment, j'atteins mon seuil de compétence en la matière. Mais vraiment, le cas, en tout cas, de l'industrie automobile allemande, aujourd'hui, qui a toutes les peines du monde à garder ses parts de marché. Elle les perd, oui. Aujourd'hui, une industrie locale en Chine, oui. qui développe avec un protectionnisme et autres. On va le voir de plus en plus. En réponse d'ailleurs à ce que nous déployons chez nous aussi. Donc je pense que là où il y a sans doute le plus à capter, c'est cette exposition locale aux boîtes locales, les entreprises chinoises pour les entreprises chinoises. Et il y a objectivement des beaux noms. Donc je pense que c'est le moment quand même de se revenir graduellement, mais vers une position plus neutre sur la Chine. Si je dis pas de bêtises, Paul, la dernière fois qu'on s'est vu, on avait parlé de la Chine et vous étiez déjà un des rares à l'époque à dire « Tiens, ça m'intéresse ». Je dis une bêtise ou pas, Paul? Non. Parce que je me souviens plus toujours des positions des uns et des autres. Mais ça m'intéresse encore plus. Et ça vous intéresse encore plus? Aujourd'hui, le début de cette semaine, ça m'a rappelé quelque part de la situation mondiale et américaine dans le premier trimestre de 2009. Ouais. Où les marchés étaient à la baisse, il y avait des problèmes sur l'immobilier, les maisons, problèmes bancaires, et on ne savait pas où ça allait terminer. Mais en fait, dans la réalité, l'économie américaine a déjà commencé à rebondir en janvier 2009, mais on ne le savait pas. Le point bas est en mars 2009, 666 points sur le S&P. Exactement. Mais les marchés, ils étaient à la baisse. La Fed, le gouvernement américain, la BCE, la Banque d'Angleterre, ils faisaient tous des mesures, c'était mesure après mesure, mais les marchés n'étaient pas rassurés jusqu'au jour où ils étaient rassurés. Et il y avait un jour que la Fed a annoncé un programme de rachat qui était beaucoup plus massif que d'habitude. C'était plus que 1 000 milliards, je sais pas. Un trillion, oui. C'était plus qu'un trillion de dollars. Et je pense qu'à ce moment-là, les marchés, ils avaient l'impression... Et là, on y est, la Fed va continuer à venir, et donc les marchés, ils avaient rebondi. Et j'ai l'impression que... On a vu ce moment-là en Chine, là, vous dites ? Je ne sais pas si on a vu ce moment, mais je crois qu'on est en train de vivre les moments précédents où il y avait la panique, les marchés, ils sont rassurés, oh non, ils sont pas, et il y a les petits relances, et ça rebaisse. Mais je crois que le gouvernement chinois arrivera un de ces jours à mettre en place quelque chose qui va faire plaisir au marché, et à ce moment-là, avec les valorisations c'est probablement juste coïncidence, mais quand je regarde mes façons de valoriser les marchés, le marché chinois aujourd'hui est au même niveau que le S&P 500 en mars. C'est vrai. L'histoire rime parfois, elle ne se répète pas toujours, mais elle peut rimer. Et à mon avis, l'économie chinoise, je crois qu'il y a beaucoup de commentaires négatifs sur les chiffres économiques chinois, mais ils ne sont pas mauvais. Croissance entre 4 et 5%,
Oui. C'est pas aussi mal que ça. Oui. Et les PMI, cette semaine, il y avait une amélioration aussi. Donc, je crois qu'il y a un pessimisme quelque part parce que le marché est à la baisse. Et c'est incroyable. Le momentum, ça pousse soit le pessimisme. Je comprends. Ça s'auto-entretient. Ouais. Vous dites le jour où le momentum se renverse, le sentiment changera automatiquement derrière. Incroyable. Mais il faudrait que l'impulsion vienne vraisemblablement de Chine. Je pense qu'on peut tous en témoigner. Les investisseurs occidentaux sont quand même échaudés par rapport à la Chine. Je pense que avant de revoir des flux importants revenir sur la Chine, je pense que les investisseurs sont prêts à rater en tout cas le début du rallye et revenir quand ils sont sûrs. Ouais. Par contre, en Chine, on a un taux d'épargne à 40%. On a des gens qui aujourd'hui ne vont plus investir en immobilier. Si on parvient un peu à stimuler cet appétit pour le risque en Chine elle-même, ça peut vite repartir. Mais ça, c'est un point important aussi. Les Chinois, ils n'ont pas besoin des autres pour financer leur économie. Donc, ils n'ont pas besoin de faire des importations des capitaux. Les Américains, ils ont vraiment besoin. Mais les Chinois, ils s'autofinancent. Il faut qu'on dise un mot de l'immobilier commercial. Alors, on parlait de l'immobilier en Chine. Là, pour le coup, c'est bien identifié par tout le monde. Il y a la situation aux États-Unis, en Europe, avec effectivement le retour de quelques banques locales, Community Bank, qui se retrouvent un peu en trouble depuis quelques jours maintenant. New York Community Bank qui avait sauvé Signature, on s'en souvient au moment de SVB, donc qui a une digestion un peu compliquée du bilan de Signature. Il y a eu un établissement japonais, tout le monde regarde à nouveau le secteur bancaire allemand et son exposition à l'immobilier commercial, que ce soit américain ou allemand ou européen. Est-ce qu'on a là le retour d'un risque qu'il faut prendre au sérieux, Samy ? Oui, enfin, la situation n'est pas terrible dans l'immobilier commercial. Maintenant, on est dans un processus bientôt de baisse de taux. Donc ça va peut-être ramener un petit peu d'oxygène et on va dire, en espérant que les effets de lag ne jouent pas trop, mais enfin, si on s'en est sorti à peu près en 2023, a priori en 2024, dans un contexte où on baisse un peu les taux, on devrait être capable quand même d'éviter un accident majeur. Donc il y a beaucoup de choses à faire dans l'immobilier commercial. Il y a beaucoup de restructurations, il y a des changements de tendance absolument massives, mais c'est vrai qu'on a quand même l'impression d'avoir passé un petit peu le plus difficile. Les baisses de taux vont aider un peu. C'est quand même complètement différent d'être dans un environnement où on va pouvoir baisser les taux que d'être dans un environnement où on est en train de les monter. Et je dirais que je ne suis pas convaincu que la Fed va devoir revenir sur sa volonté de enlever le BTFP, enfin donc toutes ces mesures d'urgence. C'était le programme d'urgence pour SVB et les autres, voilà. Exactement, et ce programme va être retiré, logiquement, puisque il ne servait plus à aider les banques en difficulté, il servait à aider les banques à gagner plus d'argent parce que c'était un carry facile. Donc finalement, on est quand même en train de voir la poussière un peu retomber et d'aplanir un peu cette situation, même si c'est vrai que structurellement sur l'immobilier commercial, les tendances structurelles ne sont pas fantastiques. Ouais. Bon, gardez la parole, petit tour de table sur comment vous recommandez à vos clients d'être positionnés aujourd'hui dans l'univers large des marchés, Samy. Qu'est-ce qui vous paraît pertinent aujourd'hui ? Ce qui est quand même très notable, c'est que malgré tout, on a retrouvé la capacité de construire des portefeuilles assez équilibrés. On va dire 50-50, les 60-40. Vous savez, en 2023, il y avait beaucoup de discussions sur le fait que le 60-40 était peut-être mort. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même le sentiment qu'on peut atteindre le même niveau de rendement, avec un peu moins de risques. Si on réfléchit à l'époque des taux négatifs, combien est-ce qu'on avait d'obligataires à l'époque dans des comptes balancés ? Pas beaucoup. Et donc, ne serait-ce que parce qu'on est sorti de ces taux négatifs et qu'on a du rendement, il faut de facto avoir quand même plus d'obligataires. On a à peu près la même pondération d'actions que ce qu'on avait par le passé. Donc, on a des portefeuilles quand même beaucoup plus équilibrés. Et je trouve que ça, c'est un facteur intéressant. Il faut, la courbe la frontière efficiente est un peu plus plate. On a des opportunités un peu sur tout le spectre. C'est vrai que le crédit reste quand même très intéressant, notamment le haut du crédit à haut rendement, qui donne des rendements quasi similaires aux rendements qu'on peut avoir sur les actions. C'est un contexte assez intéressant pour investir. Parce qu'encore une fois, on n'est plus obligé d'avoir les portefeuilles complètement biaisés en termes de risque. Plusieurs classes d'actifs et plusieurs segments de marché avec lesquels on peut être confortable encore aujourd'hui. Exactement. Ouais. Paul, sur l'allocation du moment, là, qui vous paraît être la plus convenable, la plus intéressante ? Depuis fin octobre, liquidité, j'ai ramené à zéro. Ouais. J'ai rajouté
du risque côté crédit, investment grade, high yield, mais aussi bank loans. Ouais. J'ai rajouté quelque chose dans le côté immobilier. Oui, il y a des problèmes, mais il y a un prix pour tout. Bien sûr. Donc, j'ai rajouté de ce côté-là. Je reste sous-pondéré en action à cause de la valorisation aux US et légèrement sous-pondéré dette souverain. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que je dois rester à liquidité zéro? Et je crois que ça, c'est la question la plus importante, le plus fâchant aujourd'hui après le mouvement des marchés. Ah ouais, je comprends. Entre-temps. S'il y a d'autres opportunités devant nous, ce serait intéressant de refaire un peu de liquidité peut-être à un certain stade. Ouais. Vincent, les réflexions là, qui guident la stratégie d'investissement à ce jour? Plus en ligne avec celle évoquée par Samy, stratégie relativement offensive, alors avec plutôt court cash, plutôt long action. Alors on a une stratégie qui fonctionne assez bien depuis le début de l'année, long US, long Japon. On n'a pas parlé de Japon. Oui, c'est vrai qu'on... Le Japon continue à faire d'excellentes performances depuis le début de l'année, avec un biais assumé. US, c'est affiché une conviction dans la poursuite, en tout cas, du mouvement sur la tech. Avec une position neutre sur la Chine, on l'a pu l'évoquer. Je pense que c'est le moment, en tout cas... Moins négatif, donc, c'est ça. Offensif sur l'obligataire, je l'avais annoncé au mois de décembre, on était revenu assez opportunément sur le haut rendement, la faveur de ce pivot de la Fed, ne fût-ce qu'en termes de communication. Je note que ça continue à vraiment bien fonctionner. On a eu un mois difficile, mois de janvier sur le marché obligataire, le high yield européen et américain sont les deux seuls pans du marché obligataire qui affichent des performances positives. Qui ont tenu, Et les spreads sont bas, mais il y a un réel engouement pour ça. Et c'est peut-être pas tellement parce qu'on s'inquiète de la solvabilité du gouvernement américain, mais enfin, 300-400 BP en plus de ce qu'on a déjà sur des bons du Trésor, c'est toujours bon à prendre. S'il n'y a pas de récession derrière, si on a des baisses de taux dans la foulée, c'est un peu une relativement belle histoire. Voilà, on garde la duration parce qu'en effet, il n'y a rien à faire. Il y aura bien un moment où ça ne va pas rester. On tient la position, quoi. Ça ne va pas rester compte de fait ad vitam aeternam. Et ce qui est plutôt bien, c'est que ça nous aidera à ce moment-là, ce qui n'a pas été le cas les prochaines années. Donc on prend des risques avec relativement de confiance parce qu'on sait qu'on a la duration pour nous aider si ça se passe mal. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Juvin, JP Morgan Asset Management, Paul Jackson, Invesco et Samy Char, Lombardier étaient nos trois invités en plateau.